animaux et de régénération sont semblables aux nôtres. Il n'y a donc pas de raison pour que nous ne puissions pas faire comme eux. Le tout, c'est de savoir comment y arriver et quelle est la clé. C'est la clé, ces animaux y arrivent. En à peine 8 semaines, la salamandre est capable de refabriquer la patte que le professeur lui a coupée. Comment un animal peut-il faire repousser une partie entière de son corps? Le secret de cette guérison réside dans quelques cellules capables de voyager dans le temps. Après une amputation, elle retourne à l'état embryonnaire et retrouve le programme biologique en place lorsque la salamandre n'était qu'un fœtus. Elles lui permettent de reformer ses membres, de relancer des muscles et des membres perdus. Elle pourrait se produire avec bon nombre d'espèces. Et si on ne comprend pas comment ça marche, on ne pourra pas le contrôler. Cette extraordinaire aptitude deviendrait alors inquiétante. D'autres animaux bien plus terrifiants pourraient devenir immortels. D'autres phénomènes naturels rendent certains animaux surpuissants. C'est le cas de l'anguille électrique. Lorsqu'elle est attaquée, elle envoie une décharge électrique qui neutralise son adversaire. Une seule décharge peut tuer sur le coup un caïman adulte. En pleine attaque, ce caïman de 2,50 m s'immobilise, paralysé par la décharge qui lui parcourt le corps. Comment un animal peut-il générer autant d'électricité? Dans le cadre d'une expérience scientifique, une anguille est connectée à des électrodes pour voir combien de volts elle est capable de générer. Pour tuer un homme. Ces anguilles génèrent des tensions incroyablement élevées, sûrement les plus fortes de tout le règne animal. 500 volts pour une anguille de cette taille, c'est énorme. Imaginez ce que les très grosses... Comment est-ce possible? Cette anguille y parvient-elle? Le secret de ces puissantes décharges est caché juste sous sa peau. Tous ses organes vitaux, cerveau, cœur, reins, se trouvent à l'avant. Tout le reste de son corps sert à produire de l'électricité. Cette partie est composée de minuscules muscles circulaires, générant chacun une faible tension. Une anguille adulte a jusqu'à 6000 disques reliés comme une batterie de piles. Leur énergie s'accumule pour former une décharge puissante, capable de terrasser n'importe qui sur son passage. Nous commençons tout juste à comprendre ces phénomènes électriques. Ces anguilles font partie des rares espèces qui utilisent l'électricité pour chasser et se défendre. Aucune autre espèce ne peut générer autant d'électricité. Les anguilles électriques les plus dangereuses vivent dans les rivières d'Amazonie. La nuit, elles aiment se rapprocher de la surface. Elles rôdent le long des berges. Elles ne sont jamais loin. Se balader à la tombée de la nuit près des rivières marécageuses relève alors de l'inconscience. Mais le plus dangereux, c'est qu'elles sont aveugles. Électriques. Elles ne font aucune différence entre un animal ou un homme. On sait qu'il leur suffit de quelques secondes pour terrasser un cheval ou un anaconda géant. Il leur faut encore moins de temps pour tuer un homme. De nombreux cas mortels sont à déplorer. Personne ne sait combien de victimes humaines ont succombé à leurs attaques. L'Amazonie aime garder ses secrets. Les scientifiques pensaient que l'anguille était la seule espèce au monde à produire une électricité aussi dévastatrice. Mais un autre monstre, caché quelque part dans les dunes du désert de Mongolie, en serait aussi capable. Il existe un animal terrifiant qui fait trembler les habitants de Mongolie. Il est énorme, rampant et rouge comme le sang. Il s'attaquerait aux hommes en les terrassant par des décharges électriques. C'est un ver géant qui terrorise les nomades du désert. On l'appelle
le ver de la mort. Comment un simple ver peut-il être si dangereux? Pourquoi personne n'est-il encore parvenu à le capturer? Quelle créature peut semer la terreur et tuer des hommes sans jamais laisser de traces? Il sévit en terre hostile, dans le désert de Gobi. C'est là que les premiers témoins ont accepté de parler. Quel est ce monstre qui sème l'angoisse et la peur depuis des siècles? Le désert de Gobi est une des régions les plus inhospitalières de la planète. La Mongolie est grande comme 3 fois la France, mais elle ne compte que 3 millions d'habitants, en grande partie concentrée dans la capitale, Oulan-Bator. Son immensité et son caractère quasiment inexploré en font le lieu d'existence idéal pour une créature aussi incroyable que le ver géant. Les corps qui vivent ici craignent son incroyable pouvoir de destruction. Ils pensent qu'il vit dans les dunes. Dans les années 70, une patrouille russe effectuait une mission de reconnaissance dans le désert. Un nomade leur servait de guide. Ils ont vu quelque chose de bizarre sur le bas-côté. Le guide a essayé de les avertir. N'y touchez pas. C'est un animal très dangereux. C'est le ver de la mort. N'écoutant pas le nomade, les militaires ont pris un bidon d'essence, en ont arrosé l'animal qui a explosé. Quelle substance chimique peut-il contenir pour provoquer une telle réaction? Shimgi avait 10 ans quand elle a vu un ver de la mort. Elle n'a jamais oublié cette rencontre. Elle était à l'intérieur de la yourte quand ses voisins se sont écriés. « Il y a un ver géant là-bas !» Elle est sortie. Elle a vu l'animal. Mais sa famille lui a tout de suite dit de ne pas s'en approcher. Il était grand comme ça, d'un brun rougeâtre. La tête et la queue étaient identiques. Et il était en un seul morceau. Il n'avait ni bras ni jambes. Ce n'est pas la première fois que cette créature fait parler d'elle. Le paléontologue de renommée mondiale, Roy Chapman Andrews, l'avait décrite dans le carnet de bord qu'il tenait lors de ses fouilles dans le désert de Gobi. Elle a la forme d'une saucisse de 2 pieds de long, n'a ni tête ni pattes. Elle est si venimeuse que le simple fait de la toucher entraîne une mort immédiate. Comment est-ce possible? Pourou, un nomade de Mongolie, a sa petite idée. Le géant se nourrirait d'une plante toxique du désert, le goyo, une plante qui pousse dans cette région. En absorbant le goyo, le ver de la mort pourrait stocker du poison, ce qui expliquerait la description de Roy Chapman Andrews. Elle est si venimeuse que le simple fait de la toucher entraîne une mort immédiate. Comme les grenouilles des fraises d'Amérique du Sud stockent des toxines provenant des fourmis et des scorpions qu'elles consomment. Ces toxines sont ensuite sécrétées par la peau de la grenouille, ce qui la rend extrêmement... Le ver géant de Mongolie ferait la même chose. Cela expliquerait comment un simple contact pourrait s'avérer fatal. Le ver géant aurait souvent été vu dans la région du bassin de Nemegt, appelée ici la vallée des dragons. L'atmosphère y est pesante et énigmatique. De nombreux squelettes fossilisés viennent du bassin de Nemegt. Ceux de monstres terrifiants, comme les tarbosaures. Ils ont disparu il y a plus de 65 millions d'années. Ce désert hostile a remplacé l'univers verdoyant où ils vivaient. Une créature comme le ver géant aurait-elle pu survivre? Si le ver de Mongolie est rarement aperçu, nous savons que l'existence de vers géants n'est pas rare. Ce spécimen est originaire d'Équateur. En Australie, le ver géant du Gippsland peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Les nomades sont ceux qui en savent le plus sur ce monstre du désert. Pourou va monter sa yourte dans la région où les soldats russes auraient fait exploser le ver de la mort pour tenter de surprendre la bête et en finir enfin. C'est l'occasion pour lui de raconter l'histoire qui est arrivée à un autre nomade.
Il rassemblait son troupeau de chameaux quand une des bêtes a marché sur un ver de la mort. Le ver a explosé. De l'acide. Le ver géant serait rempli d'acide ou de poison brûlant les chairs. Mais le plus impressionnant reste ses attaques électriques. Un peu plus au nord, un groupe de moines faisait un simple pèlerinage dans le désert. L'un d'entre eux a aperçu quelque chose d'étrange. Il s'est approché pour voir ce que c'était. C'était le ver de la mort. L'animal a produit une décharge électrique qui a tué l'homme sur le coup. Ses compagnons accourus à la rescousse périrent eux aussi. Le seul survivant courut jusqu'au village le plus proche pour mettre en garde les habitants contre cette redoutable créature. Peut-il générer de l'électricité? En se frottant sur le sable sec, qui est un mauvais conducteur, le ver de la mort pourrait accumuler une charge électrique importante. S'il est capable de stocker cette électricité, alors au moins en contact avec un matériau conducteur, un être humain par exemple, la charge pourrait être littéralement propulsée avec des conséquences dévastatrices. Cela expliquerait aussi l'explosion du ver géant, car au contact de l'essence, la charge électrique pourrait causer une déflagration. Mais le ver de la mort pourrait aussi générer sa propre électricité, comme le fait l'anguille électrique. L'idée d'un ver géant produisant sa propre électricité est loin d'être inconcevable. C'est ce que semble penser Bata, un autre témoin qui vit près de la frontière chinoise. Il avait 12 ans quand il a vu un des moutons qu'il gardait être effrayé par quelque chose. Il s'est approché et a vu une bête par terre. Je ne voulais pas toucher la créature avec mes doigts, alors j'ai pris un bâton. Quand je l'ai touché, il s'est contracté. L'animal était strié, il ressemblait à un rideau tombé au sol et qui forme des plis. J'ai eu très peur. Ça m'a fait penser à un ver de terre contracté au maximum et dont les anneaux gonflés forment des stries. Je n'avais jamais cru aux histoires concernant le ver de la mort avant d'en avoir vu un. Depuis ce moment, je prends très au sérieux les histoires. L'animal qu'il décrit ne correspond à aucun animal connu à ce jour, mais correspond en tout point aux autres témoignages. Il existe plusieurs espèces de vers géants, mais aucun ne semble aussi dangereux que le ver de Mongolie. Malgré les témoignages nombreux, personne n'a encore réussi à mettre la main dessus. Avec un désert grand comme 3 fois la France, le ver de la mort a de quoi se cacher. Et il n'a pas fini de terroriser les habitants. Mais la créature la plus dangereuse de la planète, elle, évolue au grand jour. Elle est minuscule. On l'écrase avec un doigt. On la connaît depuis toujours. Elle entre dans les maisons, dans les placards, mange notre nourriture. Cette petite bête si familière nous agace, mais ne nous effraie pas. Pourtant, elle est bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Certains même parleraient de la plus grande menace pour l'humanité. Une race de fourmis d'envahir la planète. Et elles sont particulièrement agressives. Elles n'hésitent pas à attaquer l'homme. Qu'ont-elles de si terrible pour que les gouvernements adoptent des programmes d'éradication qui coûtent des centaines de millions d'euros? Est-ce la nouvelle menace du XXIe siècle? Jusqu'aux années 30, on ne les trouvait qu'en Argentine et au Brésil. Depuis, elles ont entrepris un très long voyage. Embarqués dans des cargos, il n'a suffi que de quelques centaines de fourmis pour commencer ce qui allait devenir une invasion mondiale.
En s'introduisant dans les bateaux et les avions, elles sont arrivées en Chine et en Australie. Les de feu ont découvert un nouveau monde à coloniser. Un monde sans limites, sans prédateurs et sans insecticides assez puissants pour les arrêter. Très agressives, sans réels prédateurs, elles seront bientôt plus nombreuses que les hommes. Qu'elles n'hésitent d'ailleurs pas. Des centaines de personnes sont mortes ou ont été amputées suite à leur piqûre. Marie Keller a eu le malheur de les... Son cheval trébuche sur un monticule de terre. Une colonie. Elle tombe à terre et ne peut plus bouger. Elle sent quelque chose lui chatouiller les jambes, puis la piquer. La douleur devient très vite insoutenable. Elle sent de terribles brûlures. Les fourmis de feu ont commencé leur assaut et ne semblent pas vouloir s'arrêter. Elles piquent encore et encore, et de manière très méthodique. Elles piquent de façon circulaire. Des pustules se forment. Sans une aide d'urgence, Marie est tombée à ses piqûres. J'ai dû être avant qu'on vienne me secourir. Elles étaient partout sur moi. Avoir autant de dards plantés dans mon corps à la fois, c'était vraiment dangereux. Mais on a fait passer autant que possible. Le venin s'introduit dans ses veines. Le corps réagit par des accélérations du rythme qui cause l'état de choc. Le cœur peut lâcher à tout moment. Je savais que je devais me battre et que je devais tenir bon. J'aurais pu mourir, je sentais que je pouvais mourir. Marie perd conscience. Son époux arrive in extremis et l'emmène aux urgences. Les fourmis ont failli tuer Marie. Mais elle, rien ne semble pouvoir les atteindre. Elles résistent aux intempéries, à la sécheresse, au feu. Elles savent même se mouvoir sur l'eau. On appelle les fourmis de l'enfer. C'est une terrible menace pour l'homme. Dans les 25 dernières années, on a atteint ce qu'on appelle. Désormais, tout le monde a vu des fourmis de feu. Avec un venin brûlant, elles tuent et mangent leur vie. Après leur passage, il ne reste plus rien. Car on ne parle pas de centaines ni de milliers, mais de milliards de fourmis. Elles sont minuscules, mais lorsqu'elles s'y mettent à plusieurs, leurs attaques sont dévastatrices. Contrairement aux autres fourmis, elles aiment particulièrement le sang et la chair fraîche. Elles libèrent un venin très toxique qui brûle les chairs et les liquéfie. Ensuite, il ne leur reste plus que la substance. Sommes-nous en sécurité dans nos villes? Il semble qu'il soit trop tard. Elles ont commencé le mouvement. Elles ont quitté la forêt et s'installent en zone urbaine. Elles prennent possession des jardins, des maisons, mangent tout ce qu'elles trouvent. Elles sont indestructibles. Même les radiations du micro-ondes n'ont pas de prise sur elles. Attirées par la chaleur, elles prolifèrent dans les gaines électriques, provoquent des courts-circuits, perturbent les systèmes informatiques et provoquent des accidents. Les parents n'osent plus laisser leurs enfants dans les jardins. Les gouvernements américains et australiens ont lancé des programmes d'éradication massive qui coûtent des centaines de millions d'euros. Mais aucun produit ne semble pouvoir les arrêter. Elles résistent aux insecticides, aux inondations, à la sécheresse et au feu. Et elles ont une autre arme. Elles se reproduisent à une allure phénoménale. En une vie de 7 ans, une reine aura mis au monde près de 3 millions de fourmis. En quelques années, les colonies deviennent de véritables armées.
rien ne semble pouvoir se mettre en travers de leur chemin. Pas même le déluge. Elle s'adapte à toutes les situations. Elle ne se noie pas. Elles forment une plateforme flottante en s'accrochant les unes aux autres et protègent coûte que coûte la reine et les œufs. Elles peuvent faire des kilomètres sans réserve et s'arrêter pour prendre possession d'autres lieux. Ces fourmis tueuses seraient-elles simplement destructibles? Et surtout, si nous ne parvenons pas à les arrêter, elles peuvent devenir une réelle menace pour l'humanité. L'homme a déclaré la guerre à cette fourmi de l'enfer et travaille sur un poison pour l'anéantir. Personne n'est encore parvenu à trouver la solution chimique capable de décimer cette race de fourmis tueuses. Mais des biologistes ont retrouvé dans la forêt brésilienne son talon d'Achille, son seul et unique prédateur, c'est la mouche fauride. Il est peut-être risqué d'introduire cette nouvelle espèce de mouche dans notre écosystème. Mais elle a une technique miraculeusement sordide pour venir à bout de la fourmi de feu. C'est l'œuf de la mouche, du dans la fourmi, qui finit par la tuer. Mais c'était sans compter sur l'intelligence de ces fourmis. Elles savent que ces mouches ne peuvent se reproduire que grâce à elles, mais que les mouches ne peuvent pas voler sous terre. Elles s'adaptent encore une fois et déjouent le piège de leur seul prédateur naturel en restant sous terre. Malgré tous les efforts des politiques et des scientifiques, les fourmis de feu continuent leur implacable invasion. À ce rythme-là, dans 2 ans, elles auront envahi la planète entière. Elles font partie des espèces qui ont développé des ressources infinies, des pouvoirs particuliers. Le monstre le plus terrifiant de la planète. Du moins, parmi ceux que nous connaissons. Que devenons-nous après la mort? Est-ce que tout s'arrête? Il semblerait que non. Et j'ai vu mon corps flotter. En fait, je pense que c'était mon âme qui s'envolait loin de mon corps. J'étais attirée par une lumière. La nuit où il est mort, son esprit est réellement venu à moi. Les esprits, les fantômes, existent-ils? Des milliers de personnes à travers le monde affirment avoir été en contact avec eux. Depuis qu'il est parti, je continue à le voir. Témoins de phénomènes étranges. Alors que je la regardais, elle a commencé à se dématérialiser. Le carrousel avait décidé de se mettre en route tout seul. J'ai regardé le rocking chair et il s'est mis à se balancer. Je regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la rencontre de ces âmes égarées et ils racontent leurs histoires. Sortir de cette forme, Ça a complètement disparu. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. C'était Du bien. Je pense qu'elle est Traitement. S'ils ne l'avaient pas emmenée à l'hôpital ce soir-là, Tourmentés, Ils ne peuvent pas trouver le repos. partout où elles Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était vraiment quelque chose. c'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. c'était comme si elle avait
Ouvert la porte, poussé tous ceux qui se dressaient sur son chemin pour qu'ils sortent de la maison. Je déteste cette maison. Pourtant, malgré tant de témoignages de personnes sensées, crédibles, c'est encore à y croire. Oserez-vous ouvrir la porte du monde des morts? Norm et Betty pensaient avoir trouvé leur maison. Ils ignoraient encore que la première occupante des lieux était toujours là. Elle me dit qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu tweet là. Heureusement, le